Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis à Lyon pour rencontrer l'architecte d'intérieur de renom Claude Cartier. Claude Cartier est une vraie palette. Une palette d'activités d'abord, en plus de ses showrooms Claude Cartier Décoration, où elle propose une sélection pointue de mobilier contemporain. Elle a créé l'agence d'archi intérieur Claude Cartier Studio, dans laquelle elle travaille sur des projets publics ou privés. Et sur place, elle propose des scénos ultra inspirantes pour montrer aux clients son savoir-faire et affirmer son style. Et depuis 5 ans, il faut aussi compter sur Inside Gallery, où elle va encore plus loin. C'est un lieu unique où sont exposées, via une scéno encore ultra audacieuse, les créations de ses invités du moment. Oui, l'audace. Retenez bien ce mot qui sera sûrement le fil rouge de notre rencontre. Claude Cartier, c'est aussi une palette de matières, d'imprimés, de couleurs, qu'elle ose comme personne, une palette de styles qu'elle mixe à sa guise, une palette d'émotions qu'elle confronte et qu'elle chahute. Bref, on a plein de sujets à aborder, n'est-ce pas Claude ? Bonjour Claude. Bonjour, tout un programme. Là, c'est impressionnant, tous ces qualificatifs. Mais oui, mais est-ce que qui déferlent. Ouais, mais est-ce que c'était juste ce descriptif ? Écoutez, je vais me dire que j'aimerais bien que ça le soit. En tout cas, c'est sûr que ça analyse, je crois, pas mal à la fois les contextes et peut-être, j'espère, ce que j'aime traduire dans mes différentes activités et dans les projets qu'on défend régulièrement, effectivement. Ouais, on va revenir sur chacun. Mais c'est vrai que vous faites tellement de choses. Je ne savais pas trop comment vous présenter. On dit architecte d'intérieur ou pas ? Comment vous définissez ? Oui, sur le principe, sur le papier, je suis architecte d'intérieur, mais me concernant, je crois que j'aime bien garder le nom de décoratrice d'intérieur, voire l'ensemblier d'intérieur, un nom qui était beaucoup usité. Et en fait, c'est effectivement... je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, mais j'ai créé effectivement un studio d'architecture d'intérieur entouré d'architectes, réellement d'architectes d'intérieur, où on fait plein de projets différents. Mais c'est vrai qu'on a un positionnement, on nous dit peut-être un petit peu particulier, presque peut-être un peu unique en France, nous disent à la fois des clients qu'on rencontre, des éditeurs avec lesquels on travaille. On a une partie vraiment commerce que je revendique haut et fort, parce que le terme de commerce ne me fait pas peur et je l'aime bien. Et en même temps, on vient nous chercher pour un savoir-faire qui va utiliser effectivement les propositions de mobilier que l'on aura sélectionnées, mais ça sera vraiment du projet avec un coup de patte particulier. Et là, on a effectivement la terminologie plus d'architecte d'intérieur. Par contre, ce que l'on ne fait pas la plupart du temps, c'est d'aller jusqu'à du suivi de chantier. On vient vraiment nous chercher pour la notion de projet décoratif. On va raconter une histoire dans un lieu par rapport à une demande précise. Et c'est un petit peu tout cela mélangé. On est un petit peu électron libre. Je crois, un peu électron libre. Et les activités, la multiplicité des propositions en découle. Ouais. Vous avez une vraie signature. On aurait pu dire élégant, précieux, audacieux, ultra créatif. Vous diriez quoi ? C'est quoi le style Claude Cartier ? Alors, je retiendrai peut-être le qualificatif d'audacieux. C'est peut-être celui qui me parle le plus, peut-être. C'est vrai que je parlais d'électron libre, c'est-à-dire que je crois que j'aime bien des choses et son contraire. Donc, au départ, déjà, dans la sélection, justement, des éditeurs de mobilier que l'on fait, on a des choix qui peuvent être vraiment
étant plus sobre, plus sophistiqué, comme vous le disiez tout à l'heure, ou plus de risques, plus audacieux. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est jouer sur ce fil permanent de quelque chose qui va être construit et architecturé, mais le casser avec justement quelques éléments audacieux qui vont venir un petit peu chahuter l'histoire. Et vous avez toujours eu un peu ce style, ou vous l'avez travaillé, affiné, ou vous sentez que ça plaît, donc vous avez intérêt à aller aussi vers ça? Non, en toute sincérité, j'ai jamais travaillé tout au long de mon histoire, j'ai jamais travaillé l'idée en disant je vais y aller parce que c'est ça qu'il faut faire en ce moment et c'est ça qui va marcher. Par contre, je me suis jamais rien interdit, c'est-à-dire que j'ai fait ce que je ressentais au moment où je le ressentais, c'est-à-dire que pendant 20 ans de mon activité, j'ai plutôt été, par exemple, dans des palettes de beige, de blanc, de sable, de taupe, et le langage de la couleur est arrivé il y a, je dirais, une vingtaine d'années, qui était moins finalement, initialement moins évident pour moi ou moins instinctif. Et c'est un langage qu'il a fallu que j'apprivoise, que je travaille. Et néanmoins, à chaque changement, j'ai laissé parler mes envies et c'est ça qui a fait que peut-être il y a eu un parcours avec des évolutions, avec des choses différentes. Et effectivement, dernièrement, notamment la couleur est devenue pour moi un langage qui est évident et qui ne peut pas ne pas exister au jour d'aujourd'hui sur nos projets, par exemple. Est-ce qu'il faut un style ou une signature quand on fait ce métier-là, ou est-ce qu'on s'adapte au client ? Moi, je pense les deux à la fois. Il faut s'adapter à un client parce que s'il n'y a pas d'écoute, on le sait par cœur, ça marche pas non plus. Les gens viennent vous chercher parce qu'ils viennent chercher votre style. Donc forcément, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un style peut-être qui existe, voilà, il n'y a pas cet échange. Mais je pense que il faut à la fois écouter et puis savoir peut-être emmener les gens dans une direction peut-être là où ils n'oseraient pas aller, et c'est ça un peu ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent chez nous. C'est vrai que vous aimez bousculer les codes, vous mélangez les couleurs, les matériaux. Est-ce que vous mettez des limites, vous êtes très libre, ou pour vous tout est possible en déco ? Tout est possible. Enfin, je dirais que j'essaye un maximum de possible. Après, encore une fois, ça dépendra aussi quand même jusqu'au bout de la personnalité des clients. Là, ici, on fait cette interview ensemble, par exemple, chez moi, qui me sert, qui est une espèce aussi de laboratoire d'idées qui me sert, qui est à 2 pas de mes espaces de mobilier, où parfois j'accompagne des clients pour des rendez-vous privés, et c'est un terrain de jeu qui est très intéressant parce que effectivement, par exemple, ici, on peut dire que c'est peut-être là où je ne me suis pas mis aucune limite, puisque c'était moi-même avec moi-même. Un exercice qui est d'ailleurs le plus difficile, de le faire pour soi-même, mais peut-être que justement ultra libre. Donc là, j'ai quasiment fait des choix en mettant aucune limite. En tout cas, le but, c'est effectivement, c'est pas de s'en mettre beaucoup quand même au départ, et à part des limites financières qui sont exprimées par les clients, et puis voilà, de respecter la personnalité quand même du client aussi. Pourquoi, quand on est archi, on dit que chez soi, ça peut être le plus difficile ? C'est ce que vous venez de dire. Parce que en fait, la liberté, c'est un exercice qui est difficile dans tous les domaines, on le sait, et y compris dans la décoration. Donc c'est vrai que de se dire qu'on a tous les champs des possibles, finalement, c'est très compliqué, et c'est aussi d'apprendre à se connaître soi-même. Et on a peut-être plus l'impression d'arriver à ressentir un client que de se sentir vraiment au fond de soi-même, et de savoir quelles seront les couleurs dans lesquelles vous allez aimer vivre, quelles sont les matières, qu'est-ce que vous allez oser ou pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que je pense que l'exercice de la connaissance de soi est quand même finalement un des exercices les plus difficiles de la vie. Donc ça se traduit forcément dans le libre choix d'un exercice décoratif. Ouais. Alors, comment est née cette passion pour la déco, pour l'architecture ? Quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, on va dire que toute petite, j'ai fait des études de latin-grec jusqu'à l'âge de 17 ans, très disciplinée, scolaire. J'étais partie pour faire être professeur de lettres, ou peut-être être journaliste. J'aurais bien aimé aussi faire le même métier que vous, par exemple. Et puis, finalement, le hasard a fait que, à l'âge de 20-21 ans, j'ai commencé en peignant très mal, mais en peignant et en faisant, c'était à l'époque de tout ce qui était atelier d'art, etc. Et j'ai eu l'opportunité, dans une espèce d'inconscience
absolue à 21 ans d'ouvrir sans grand assise financière, d'ouvrir le premier petit espace qui était plutôt de l'objet à l'époque. Et c'est vrai que je pense que j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique, architectural, etc. Et c'est vrai que c'est une passion que j'avais sûrement instinctive au fond de moi. Et petit à petit, cette passion, je l'ai construite via effectivement les espaces de présentation, la confiance que les clients ont eue en moi petit à petit et qui m'en demandaient toujours plus finalement. Et mon espace, justement, c'est pour ça que je dis que les espaces de commerce ont été très importants pour moi parce qu'ils m'ont permis depuis le départ d'exprimer, je crois, ma personnalité au fur et à mesure de ce qu'elle évoluait. Mais c'est fabuleux d'avoir quand même une vitrine finalement où tout est permis pour le coup. Là, c'est quand même parce que je me suis jamais, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai jamais voulu aller parce que ça allait marcher, de dire je prends cette direction. C'était vraiment mes coups de cœur que je ressentais à l'époque dans des salons parisiens ou italiens ou des pays du Nord, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est un champ d'expression qui est exceptionnel. Vous vous souvenez de votre premier chantier ? Je crois que oui. Je pense que j'ai auprès de moi un collaborateur qui est arrivé depuis une quinzaine d'années et qui a démarré tout jeune chez moi et c'est peut-être avec lui qu'on a fait des premiers vrais chantiers. Oui, je me rappelle très très bien d'un couple qui était sur Lyon et c'était effectivement assez grisant et c'est là peut-être que j'ai commencé à ressentir vraiment l'idée de pouvoir prendre un lieu, d'en prendre possession et d'en faire quelque chose pour le client. Et c'était effectivement assez grisant et assez excitant. On est à Lyon. Pourquoi Lyon ? Vous êtes lyonnaise ? Quasiment, on va dire. J'y suis arrivée très très jeune. De toute façon, je suis née dans la région lyonnaise et j'y suis toujours restée parce que c'est une ville que j'ai trouvée toujours, je vais être un peu sévère dans ce que je dis là, mais un peu très très efficace pour le travail. Voilà, c'est une ville que j'ai appris à aimer petit à petit, qui n'a pas été une ville coup de cœur, mais qui a été extrêmement un cadre intéressant pour travailler. Je dois dire que d'instinct, j'ai une nature assez méditerranéenne. Et d'ailleurs, l'appartement là où on est, je l'ai construit un petit peu avec cette idée-là dans la tête. Et actuellement, pour rien vous cacher, j'ai acheté une petite maison à Arles il y a 1 an qui va devenir, qui est en train de faire un nouveau terrain de jeu pour moi et qui sera peut-être l'idée aussi de choses à exprimer encore autres. Et Paris, pas du tout ? Alors, Paris, si, j'aurais pu aimer, en toute sincérité, monter sur Paris à un moment ou à un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, sans empêcher... Non, mais est-ce que éventuellement vous pourriez vous développer ? Non. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est pas l'envie vers laquelle j'ai envie de me diriger. Je pense que voilà, c'est pour des raisons familiales diverses. Je suis restée sur Lyon et de toute façon, ça n'empêche pas. On a quand même des Parisiens qui viennent nous chercher un tout petit peu, qui viennent nous draguer jusqu'à Lyon. Donc c'est plutôt agréable. Donc ça nous permet aussi quand même de faire des exercices dans la capitale. Mais effectivement, on est à mi-chemin entre le sud, le nord, et ça nous permet d'avoir des palettes méditerranéennes, des palettes parisiennes, des palettes de montagne. Bon, Lyon, on le sait, est un carrefour qui est un peu idéal pour ça. Ouais. Alors, si j'en reviens, donc vous avez commencé avec le showroom. Au début, vous vendez du mobilier d'éditeurs, des objets déco, de marque, et vous avez aussi vos propres collections ? Alors, il y a effectivement une vingtaine d'années, j'avais dessiné une collection effectivement de mobilier qui, à l'époque, était en fer forgé et qui a eu un succès bien précis il y a très très longtemps. J'ai pas fait souvent cet exercice-là, mais c'est un exercice qui m'a plu quand même au moment où je l'ai fait. Récemment, j'ai fait une collection de tapis, on en reparlera peut-être un peu ultérieurement. Mais du coup, à un moment, effectivement, pendant une dizaine d'années, j'ai dessiné cette collection qu'on a diffusée. Mais la plupart du temps, je pense que même si j'ai peut-être un petit talent dans ce domaine-là, je pense que j'ai plus un talent de sélectionneur. Je ressens peut-être les choses peut-être de façon intéressante. La création, c'est encore un autre... Enfin, j'ai un immense respect pour des designers que j'aime beaucoup. De temps en temps, je peux me laisser aller à l'exercice, mais je pense que mon vrai talent, il est plus à effectivement aller promouvoir des éditeurs et après de les mettre en scène. Comment vous les sélectionnez, ces éditeurs, ces marques ?
sur le principe, encore une fois, de façon extrêmement instinctive et notamment, ça peut être des marques extrêmement reconnues sur lesquelles, une marque comme Moroso, par exemple, avec lequel on a une affection particulière et un parcours vraiment depuis longtemps. Après, des marques plus classiques comme Flexform, que j'aime particulièrement aussi dans quelque chose d'extrêmement sobre et extrêmement sophistiqué. Après, j'adore aussi aller chercher des petits éditeurs ou des gens qui vont démarrer. On avait commencé avec les gens comme l'éditeur La Chance, par exemple, que vous connaissez sûrement, l'éditeur parisien, avec lequel on va probablement, là c'est un peu un scoop, mais faire notre prochain exercice d'Inside Gallery. Là, Uchronia, qui sont des designers sur lesquels j'ai eu vraiment un coup de cœur en les rencontrant dans leur lieu, là, dans une orfèvrerie qui était pendant la Design Week parisienne, où j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce Julien Seban. C'est vrai que voilà, j'adore trouver aussi des éditeurs tout nouveaux, niches que les clients ne connaissent pas et qui va nous permettre de pimenter un petit peu nos projets et de j'espère donner une vraie personnalité. Et de l'artisanat aussi ? Oui, alors ça, on l'explore justement avec un de nos exercices que l'on fait dans ce qu'on appelle la Chill Gallery, où là, on met en avant l'éditeur maison de vacances, par exemple, au niveau de toute sa série de canapés, avec un côté, comme son nom l'indique, plus chill, plus décontracté, plus craft. Et là, j'adore la notion de pièce unique, effectivement, et la notion d'artistique. Donc, elle est vraiment capitale aussi au cours du projet, d'émailler le projet avec des pièces uniques. Et notamment, à la Chill Gallery, on travaille avec 2 céramistes en ce moment, dont un avec lequel j'ai commencé presque à 20 ans de travailler. On s'est retrouvés il y a 5-6 ans, Pierre Cazeneuve. Et du coup, là, ce sont des pièces où on sent... bien évidemment, ce sont des pièces uniques en céramique, donc on ressent le geste, la main. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi d'avoir de la trace, effectivement, de quelque chose de manuel et encore une fois, personnel, qui va exprimer quelque chose de particulier. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de marques d'éditeurs italiens. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Italiens ? Je sais pas, je pense qu'ils ont réussi à entretenir un savoir-faire, bien malgré qu'en France il y a des gens qui talonnent et qui existent, et voilà. Mais c'est vrai qu'en Italie il y a tout ce savoir-faire italien qui a perduré, familial, maintenant moins pour la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans toutes les présentations des designers, dans Milan, c'est vrai que Milan, pendant la Design Week, c'est quand même quelque chose, un rendez-vous qui est incroyable. Et je crois que, par rapport à ce tempérament aussi un peu méditerranéen, j'ai toujours adoré l'Italie. Enfin, c'est vrai que je peux aimer les pays du Nord, mais c'est vrai qu'instinctivement, ma sélection va être plus italienne. Je pense que ça exprime, pour le coup, encore une fois, j'adore le mixage que sait faire l'Italie depuis longtemps et qu'on arrive à faire en France maintenant, mais il y a très très longtemps que les Italiens étaient capables de mélanger des cadres historiques, Renaissance, et puis tout d'un coup du saut de sas, des choses extrêmement dessinées, et de faire tout ce mix que l'on arrive à faire au jour d'aujourd'hui en France, mais c'est relativement récent quand même. Reparlez-nous de votre collab avec CC Tapis. C'est une très belle marque. Ils sont venus vous chercher. Vous les avez contactés. Comment Alors CC Tapis, effectivement, c'est une des plus belles histoires, à mon avis, que j'aurais dans mon parcours. Il y a eu Moroso et CC Tapis en fait partie. En fait, lors d'un salon, justement, leur première, ils n'avaient même pas de lieu encore dans la ville. Ils avaient exposé dans une marque avec laquelle je ne travaillais pas, pour tout vous dire, leur première collection de tapis. Et je dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je soulève un angle et je vois CC Tapis. Et dans ma tête, je me dis, Claude Cartier Tapis, finalement. Et voilà, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, ça a été le réflexe de l'époque. Et là, je remonte, j'essaie de retracer, et finalement, je passe un premier coup de fil à Fabrizio Cantoni, qui était en train de photographier ses premiers tapis, je me rappelle, dans les Pouilles. Et là, ça a été un coup de foudre absolu, parce que je pense que aussi dans mon métier, ce que j'aime, c'est la rencontre. Donc, la rencontre, effectivement, avec les clients, et la rencontre avec les éditeurs ou avec des artistes. Et au jour d'aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est vraiment important d'avoir des échanges
voilà, intéressant. Et je suis tellement contente et du coup, on a été les premiers ambassadeurs de CC Tapis en France. Et puis, bon, l'histoire de CC Tapis s'est construite avec le succès qu'on connaît. Et voilà, et ça s'est terminé, c'est loin de se terminer. Mais l'année dernière, pour les 40 ans de Claude Cartier Décoration, en fait, Fabrizio me dit, il faut dessiner un tapis, Claude, c'est pas possible, il faut dessiner un tapis. Et le challenge s'est donné. Et voilà, et j'ai dessiné une collection qui s'est appelée So Much Fun, liée à une œuvre d'art qui est pas très loin de vous, là, dans l'appartement. Et c'était une super expérience et a priori, pour le moment, un joli succès, je dois dire. Alors là, vous nous disiez, on est dans votre appartement, mais j'ai l'impression que vous vendez des choses. Oui, parce que même si vous êtes un tout petit peu intéressé, vous allez peut-être voir même quelques étiquettes circuler. Oui, je le vois avec mon micro. Ouais. En fait, c'est vrai que moi, j'avoue que j'ai vraiment une porosité très précise entre le privé et le professionnel, parce que vous avez peut-être compris qu'il y a un côté très passionné dans mon histoire. Et c'est vrai que j'adore les univers à la Gio Ponti, qui avait son rez-de-chaussée, les ateliers. Il faisait un magazine, un journal au premier étage, et après, il y avait les ateliers de création. Et moi, j'avoue que quand j'entends des gens qui me disent j'ai besoin de mettre une demi-heure, 3/4 d'heure de distance entre chez moi et mon lieu de travail, je ne juge pas le sujet, mais c'est vraiment tout sauf moi. Donc c'est vrai que cet appartement qui est à 20 mètres d'un des showrooms de mobilier, c'est vrai que c'est mon appartement, ça c'est sûr, mais c'est aussi effectivement un lieu où je peux amener certains clients un peu privilégiés quand je veux montrer un objet plus particulier ou une ambiance ou et ça nous sert aussi, c'est un peu un terrain de jeu pour moi et du coup tout doit être un peu en ordre parce qu'effectivement à tout moment, non je plaisante, mais c'est un peu mon tempérament que tout soit quand même un peu c'est un plaisir pour moi d'avoir quelque chose d'un peu construit et c'est vraiment pas un poids d'avoir un espace assez. Mais est-ce que vous arrivez à déconnecter en étant dans ce type de lieu qui vous sert aussi pour votre travail? Qu'est-ce que vous faites pour vous déconnecter? Se déconnecter, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir. Si j'ai fait 1 heure de sport là en début d'après-midi, ça déconnecte pendant 1 heure. C'est nécessaire de le faire régulièrement. J'essaie le plus possible. Donc ça peut déconnecter. Après, si je vous explique, le vendredi, j'ai accompagné une amie. On est allé à une exposition d'un artiste là qui démarre à Montpellier au musée d'art contemporain, Jamel Tata, que j'invite tout le monde à aller voir, qui est extraordinaire. Ensuite, j'ai enchaîné sur Arles où il y a encore d'autres expositions. En fait, je crois que de toute façon, j'aime me nourrir de tout ce qui est artistique et je pense que après dans mon métier, il y a une partie qui n'est pas drôle du tout. Je veux dire, c'est pas que de se nourrir que d'artistique et que tout est facile. Il y a vraiment comme n'importe qui, des aspects de gestion, de choses compliquées parce que le contexte quand même actuel est pas toujours simple non plus pour le travail. Donc il y a suffisamment de choses comme ça qui sont. Alors ça, j'essaye réellement de m'en déconnecter complètement, mais par contre là par exemple on a passé 1 heure ce matin avec Louise Breguet de La Chance pour parler du prochain Inside, là faire même l'exercice qu'on fait ensemble toutes les deux chez moi, c'est quelque chose qui est plutôt joyeux je trouve. Oui, et c'est du travail et en même temps c'est un peu personnel. Oui, c'est du travail et en même temps c'est un échange avec vous, tout ça est un peu mélangé. Je crois que vous êtes allé aussi cet après-midi voir le lieu qu'on a décoré sur Lyon qui s'appelle Manifesta, qui est un lieu que j'aime beaucoup, qui est un lieu qui est dédié aussi à l'art et au monde de l'entreprise. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir quand Céline Melon, la personne qui dirige ce lieu, m'a fait la confiance de faire ce cadre artistique, par exemple. C'était très chouette. Et par exemple, de voir ce lieu évoluer avec les œuvres d'art également à chaque fois, qui donnent un tempo différent, c'est intéressant. Mais c'est vrai que dans les passions, c'est souvent lié
au niveau de l'artistique, oui. Ouais. Et parlez-nous de l'Inside Gallery. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en scène, vous invitez 3 acteurs du design, c'est ça, et vous confrontez l'art. Alors, l'idée, c'était de dire que moi, j'ai beaucoup d'éditeurs, un certain nombre d'éditeurs qui m'avaient proposé de faire des magasins, ce qu'on appelle monomarques. Il y en a un certain nombre qui circulent au jour d'aujourd'hui dans les villes parisiennes ou autres. Moi, j'ai jamais eu envie d'être monomarque parce que je trouve que justement mon métier, c'est de sélectionner, puis ensuite de présenter, et c'est cette création-là que j'aime bien. Mais du coup, je me suis dit, finalement, les marques ont envie d'avoir un univers où on les met en avant seuls. Donc du coup, j'ai dit, je vais inventer une espèce de dialogue entre un seul éditeur mobilier qui, du coup, pendant 6-8 mois, a l'accent vraiment, il y a juste cet éditeur mobilier seul, un éditeur textile de la même façon, et un designer ou un artiste invité, parce que je voulais vraiment montrer, c'est très important d'apporter cette touche artistique dans les projets. Et par contre, la base était de dire, par contre, on ne va pas faire un monoshop d'une marque, on va montrer notre travail, on va montrer l'interprétation qu'on a de votre marque. Et je peux vous dire que c'est des exercices qui parfois sont difficiles à obtenir parce que il y a quand même beaucoup de marques, ce qui est normal, qui veulent rester très fidèles à leur image. On n'a qu'à voir les publicités qui succèdent dans les magazines où parfois on a du mal à différencier une marque de l'autre tellement les canapés se succèdent et les univers se succèdent et se ressemblent. Donc en fait l'idée c'était vraiment de montrer notre coup de patte à nous, notre personnalité, notre interprétation d'un éditeur et de confronter ce dialogue. Donc là, par exemple, en ce moment, on a donc Moroso qui nous a fait le plaisir pour son anniversaire de le fêter avec nous en France. Donc on a Moroso, on a donc Uchronia qui est ce jeune collectif que je trouvais ça très chouette de le mettre avec Moroso parce qu'il y a cette espèce d'ADN un peu ultra artistique, un peu fou qui existe dans ces deux marques. Et puis Dédar qui est un éditeur italien avec lequel on se régale dans les matières et qui a un terrain de jeu aussi de textile extraordinaire. Et du coup, le prochain qui se prépare, je pense, sera aussi un dialogue intéressant a priori. Ouais. Alors, il y a aussi Claude Cartier Studio. Donc là, vous travaillez avec... Claude Cartier Studio, c'est l'agence d'architecture d'intérieur qui, effectivement, prend les projets les uns après les autres. Alors, j'insiste sur la notion de projet décoratif. C'est toujours quelque chose qui est un peu qu'on répète régulièrement. Mais en fait, du coup, on travaille souvent en corrélation avec des architectes qui construisent un espace ou qui refont un appartement. Et nous, on va faire ce scénario décoratif et on le fait uniquement si on fournit également tout le mobilier. C'est-à-dire que notre modèle économique, si vous voulez, se situe en même temps sur effectivement un savoir-faire et en même temps uniquement avec nos marques sélectionnées. Ah oui, et vous disiez aussi, il n'y a pas de suivi... de chantier. On en a fait quelques-uns avec quelques exceptions qu'on est susceptible de faire une fois de temps en temps, mais c'est pas là où on veut développer notre savoir-faire. On a quelque chose qui est rodé de cette manière-là et qui nous va bien. Ouais. Vous faites du résidentiel, des bureaux, du commerce. Quel type de projet, même on parlait des scénos, qu'est-ce que vous préférez faire ? Alors, on va dire que 90% de notre activité, c'est quand même effectivement du privé. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que souvent, ce qui se passe en ce moment, par exemple, là encore, quand on a fait la maison de quelqu'un qui est chef d'entreprise par ailleurs et qu'on connaît bien à titre personnel, puisqu'on a fait son cadre de vie personnel, et vous savez comme moi qu'au jour d'aujourd'hui, la passerelle entre justement les espaces de travail et l'aspect privé est de plus en plus... on a envie que la maison soit au travail et vice-versa. Donc c'est vrai que on a souvent des chefs d'entreprise qui du coup qui nous ont fait appel en tant que clients, nous font appel pour leurs espaces de travail. Donc ça on a fait souvent des bureaux en conséquence de cela. Parfois ça nous est arrivé sur Lyon aussi par exemple. Il y a un Lyonnais assez connu, je peux le citer, Nicolas Fafiotte qui est un couturier qui est spécialisé dans les robes de mariée et on avait fait son appartement. Il nous a demandé, par exemple, de refaire son espace de travail aussi. Donc, c'est vrai que c'est souvent de cette manière-là que les choses se font. Mais ce que je préfère, je pense que ça reste quand même l'espace privé quand même. Et comment vous travaillez ? Comme vous avez un univers qui est quand même assez fort, des goûts qui sont assez affirmés, est-ce que vous avez plutôt carte blanche ?
La plupart du temps, on a souvent des gens qui viennent vers nous qui sont très passionnés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a des clients à forte personnalité. On attire peut-être les clients qu'on a envie d'avoir et qui sont souvent qui ont déjà une connaissance du design assez précise. Donc on leur apporte nous-mêmes plus, effectivement, mais du coup, oui, il y a une notion un peu de carte blanche quand même. Alors, avec des cadres, mais souvent les gens ont vu des choses que l'on a réalisées et c'est vrai qu'ils se laissent quand même assez emporter par cet exercice de carte blanche, oui. Et comment vous travaillez? Comment vous abordez les projets? Qu'est-ce que vous regardez quand vous arrivez? Je pense que la première chose, vraiment de façon intuitive, c'est quand même vraiment le lieu qui va donner une première sensation et la personne de façon vraiment égale. C'est vrai que moi, j'adore dans cet exercice-là aussi sentir le client, ressentir un peu la personnalité quand c'est un couple, si c'est qui fait quoi. Donc je dirais qu'à 50%, c'est ressentir la personnalité et ressentir le lieu. Après, j'aime bien des fois partir d'un élément qui va parfois peut-être être un élément artistique où tout d'un coup, il va y avoir un sol particulier. Je me rappelle, il y a un hôtel particulier justement qu'on avait refait et où la cliente disait, bon ça, je veux absolument refaire le sol. Et moi, j'ai dit, non, on ne refait pas ce sol. Et finalement, ce sol est devenu presque le démarrage de quelque chose. Bon, cet hôtel particulier, par exemple, était confronté au parc de la Tête d'Or. C'est évident, c'est le grand parc qui est sur Lyon. La proximité de la végétation a induit qu'il y avait ces palettes de verre. Bon, c'est une couleur qu'on sait que j'aime beaucoup, que je travaille beaucoup, qui est reliée à la nature, qui est vraiment une couleur que j'aime, que je suis ravie de pouvoir travailler aujourd'hui, parce que pendant très longtemps, personne ne voulait de verre. Donc c'est vrai que ça peut être des éléments un peu extérieurs, ou parfois une œuvre d'art aussi, par exemple. La cliente dit, j'ai là dans ce salon, j'ai une photo qui va être là et on va partir autour de cela, par exemple. Et comment, vous êtes sans cesse à l'affût, comment vous travaillez, vous repérez ces nouvelles marques, les tendances? Comment vous avez quand même un coup d'avance? Alors je pense que les choses institutionnelles qui existent et qui sont un peu bousculées au jour d'aujourd'hui par le Covid et le post-Covid, qui sont les salons dits professionnels, sont quand même très bousculées au jour d'aujourd'hui. On s'est rendu compte tous que pendant le Covid, finalement, on a réussi à travailler sans eux, pendant un moment en tout cas, et l'exercice paraît un petit peu commence à être un peu vieillot, même si pratique. Il a montré ses limites quand même, et c'est vrai qu'il y a tellement un foisonnement de propositions autour des structures professionnelles habituelles que du coup, c'est en permanence, c'est à l'affût à la fois de tout ce qui sort sur Instagram, Instagram étant une pépite absolue, les magazines papier qui continuent. Bon, j'ai toujours un amour pour le papier, donc je continue à forcément regarder tout ce qui sort aussi. C'est aussi, je répète, une exposition qui va aussi, va donner peut-être une inspiration, mais pour tout ce qui est objet unique, c'est sûr que c'est bon. Les réseaux sociaux sont aussi une source d'inspiration. Bonne source d'inspiration. Et est-ce qu'il y a un designer, une personnalité qui vous inspire particulièrement? Alors bon, dans mon démarrage, en toute sincérité, India Madhavi était une des personnes qui m'a beaucoup influencé fortement et dont je continue à aimer vraiment le travail. Après, beaucoup de gens, une femme comme Patricia Urquiola, dont j'aime beaucoup aussi le travail depuis ce qu'elle fait depuis longtemps chez Moroso. Après, il y a des gens, il y a tellement de designers qui sortent au jour d'aujourd'hui. Là, on est en train de préparer, peut-être qu'on va faire quelque chose justement avec l'éditeur La Chance, qui
qui travaille avec Anne Espire, dont j'ai vu tout l'atelier, par exemple, enfin le studio à Milan, des gens comme Dimore Studio à Milan, c'est mythique. Et c'est quand même des propositions qui sont aussi extrêmement inspirantes. Enfin, moi, j'aime tous les propos s'ils sont vraiment passionnés et exigeants dans une direction. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des choses. Et c'est vrai que des gens qui ont des vrais univers. Une autre source d'inspiration que je trouve vraiment très importante en France au jour d'aujourd'hui, c'est l'évêché de Toulon, la Design Parade. Le travail que fait Jean-Pierre Blanc avec la proposition. D'ailleurs, il sera peut-être dans l'invité du dîner dont on parlera tout à l'heure. Mais, c'est vrai que ce Design Parade et l'évêché de Toulon, on voit démarrer des jeunes designers qu'on sent qui auront un parcours. Donc, Rodolphe Parente, là, qui était, il a démarré déjà il y a longtemps, mais du coup, ça aussi, c'est un terrain de jeu qui est très inspirant. Oui. Parce qu'il y a les savoir-faire, il y a le design, et puis il y a tous les savoir-faire que les jeunes en question remettent en avant et sont fortement, toute cette jeune génération qui est quand même très attachée avec l'idée d'un challenge qui est vraiment à construire sur les matériaux. Vous fêtez vos 40 ans de métier, vous disiez, quel regard vous portez sur votre carrière, votre parcours ? C'est difficile de porter un jugement. Je crois que je suis assez contente de me dire que voilà, j'ai avancé en faisant pas beaucoup de concessions, que j'ai eu la chance que ça marche à peu près et que du coup voilà, ça m'a permis d'évoluer et de pouvoir aller le plus possible dans des directions voilà, que j'avais envie d'aller. Le succès, il sert à ça, un succès relatif, mais il sert à aller faire ce que vous avez envie de faire et de construire. J'adore la phrase que Soulages avait prononcée lors d'une exposition à Lyon il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait 92 ans et en fait on lui remettait un prix et il disait bon, je suis très honoré de ce prix, mais ce qui compte c'est demain retourner à l'atelier et peindre. Je trouve ça extraordinaire et c'est vrai que je pense qu'à un moment je vais faire ça différemment parce que voilà, je pense que Soulages pouvait peindre peut-être très très, très tardivement. C'est là le métier qu'on fait, c'est un métier qui est quand même exigeant et qui demande beaucoup de pression. Donc je pense que j'évoluerai vers autre chose, mais ça restera sûrement aussi une direction dans l'artistique. Pourquoi vous parlez de pression ? En quoi vous avez la pression ? Parce que, si vous voulez, quand vous avez une entreprise, il y a quand même la pression de gérer cette entreprise, de la notion de chiffre d'affaires à faire, d'être responsable de salariés. Et voilà. Et donc, du coup, il faut payer des salariés, il faut payer des fournisseurs, il faut donc qu'un chiffre d'affaires se fasse et que cela, c'est le côté, c'est la face obscure de l'histoire. Et c'est néanmoins le challenge qu'il faut relever sans arrêt. Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui, justement ? On est 6 personnes. 6 personnes en tout, ouais. Donc c'est une petite équipe. Ouais. Mais néanmoins, il faut y aller quand même. Est-ce que, donc, chez vous, est-ce que vous avez envie de changer souvent ou est-ce que vous exprimez le plus ? Est-ce que, du coup, l'Inside Gallery suffit à ça ou vous changez souvent votre Alors, c'est vrai décor ? que le changement, j'adore le changement. Donc, c'est vrai que ce tempérament-là, il s'assouvit avec forcément toute l'évolution qui se passe dans mon propre magasin. Et c'est vrai que l'Inside Gallery, entre autres, en fait partie. Chez moi, je suis pas attachée à très peu de choses en fait, et c'est vrai que du coup j'aime bien changer chez moi aussi. Ce qui va rester, c'est quelques œuvres d'art, mais c'est vrai que ouais, j'aime bien changer. Oui. Souvent, je demande aux invités, est-ce que vous pouvez nous décrire chez vous ? Alors vous, ça va pas forcément être évident, mais comment vous décririez là votre intérieur ? Je vais peut-être vous reposer la question, parce que ça serait à vous de me répondre, puisque vous le voyez devant les yeux. Je pense que j'ai construit cet intérieur. On n'est pas dans un grand appartement. Un appartement fait 120 mètres carrés. Et du coup, il y a, je crois, différentes scènes. Et j'ai construit, pour moi, j'ai essayé en tout cas de construire pour que je ne m'ennuie pas, parce que j'ai un tempérament où je pourrais peut-être m'ennuyer un peu rapidement. Et justement, que certaines scènes se succèdent.
forcément se relient, mais qu'il y ait comme des mini-scénarios dans différentes scènes. Et c'est ça qui était un peu l'enjeu de cet appartement. Je crois qu'au final, un dialogue de couleurs là, par exemple, dans l'appartement, on a utilisé, je ne sais pas, plus de 30 couleurs. Sur les murs, on ne s'est pas interdit de mettre effectivement du zélige qui va se confronter à un mur en carrelage de terre de Cristina Celestino, par exemple. J'ai décidé de presque enfermer une cheminée, de n'en retenir que l'aspect ornementation et le confronter aux zéliges. Enfin, j'ai essayé d'exprimer plein de tendances différentes qui me correspondent. Et du coup, pour le moment en tout cas, je dois vous dire que je peux être peut-être satisfaite en tant que cliente de Claude Cartier. Je suis à peu près contente de vivre dans mon appartement. Donc c'est que j'ai un peu réussi ce challenge, parce que les couleurs, c'est pareil. Vivre avec quelle couleur on va aimer vivre. Donc soit, on fait du blanc et l'histoire, la page, elle est simple. Mais là, c'est vrai que j'avais envie de faire un exercice plus audacieux au niveau de la couleur et je ne savais pas comment j'allais vivre au milieu de tout cela et ça se passe plutôt bien. Mais pour vous, donc c'est assez naturel cette audace. J'ai commencé par ça, donc j'ai un peu terminé par ça. Mais les gens ne savent pas vraiment comment être plus audacieux, comment oser un peu plus dans sa déco. Je pense qu'il faut lâcher prise un petit peu, il faut pas regarder les autres, il faut s'écouter soi-même, il faut prendre peut-être plus oser prendre un peu plus de risques. Hein. C'est un petit peu comme quand, dans l'habillement aussi, hein, quand tout d'un coup on va aller faire un contraste sur une tenue. Dans un appartement, ça dure plus longtemps, les investissements sont plus lourds, mais je pense que ça vaut le coup. C'est quelque chose qui représente vraiment son intime. Mais c'est là où je vais finir peut-être par là où j'ai commencé, c'est que c'est peut-être pour ça que c'est difficile, parce que ça confronte la personne avec son intime et il faut voir justement ce qu'on attend de façon intérieure. Donc c'est plus sécurisant de faire un peu comme tout le monde ou comme des tendances et l'exercice, mais je pense que ça en vaut vraiment le coup d'aller chercher des chemins un peu plus audacieux. Et en tout cas, vous êtes pour le mix and match de couleurs, de matériaux, de styles. Oui, je suis vraiment pour le mix and match, comme vous le dites, avec quand même une construction. C'est-à-dire que j'aime les choses quand même équilibrées aussi. Je suis un peu stricte et en même temps un peu audacieux. Enfin, très stricte et très audacieuse. Donc, j'espère que ma décoration, c'est ce que je propose aux clients. C'est effectivement d'avoir de l'audace, mais l'air de rien, il faut la construire, il faut la canaliser, il faut l'expliquer, il faut qu'elle se justifie. Super. Alors, dernière question, mais on va dire aux auditeurs, c'est vrai que maintenant, je la donne en avance parce que ça demande une petite réflexion. Si vous faisiez un dîner avec 6 personnes, non, si vous étiez 6 autour d'une table, donc vous, qui seraient les 5 autres invités ? Ouais, c'est vrai que cette question, je l'ai un petit peu réfléchie, elle était difficile parce qu'il y avait plein de noms qui pouvaient arriver, mais on va dire que dans le désordre, de façon immédiate, instinctive, j'ai pensé à Soulage, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et dont j'ai beaucoup aimé alors donc le noir, pour quelqu'un qui défend la couleur depuis 3 quarts d'heure, mais vraiment j'ai eu l'occasion de l'approcher un tout petit peu et ce monsieur m'a beaucoup impressionné et son parcours, je trouvais incroyable. Après, dans un registre complètement différent, Cyril Dion, qui est quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est quelqu'un qui est dans le domaine artistique, il fait des films, de la poésie, mais c'est surtout quelqu'un qui est très activiste dans le domaine de l'écologie et de l'environnement et c'est vraiment un sujet, moi, qui m'est extrêmement présent et qui va être, à mon avis, l'enjeu, enfin, qui est l'enjeu déjà d'aujourd'hui et qui sera celui de demain. Et lui, il a fait des films avec Mélanie Laurent, Demain, qu'on connaît, et il arrive enfin, je suis absolument admirative de son combat et voilà, de la manière dont il le mène. Ensuite, une femme que je suis sur Instagram, que beaucoup de gens suivent, je pense, qui s'appelle Sophie Fontanelle, qui est une journaliste dont j'aime, enfin voilà, qui est passionnée de mode, donc c'est pas mon domaine direct du tout, mais qui est passionnée aussi de création, mais aussi qui peut être capable d'engagement aussi autant
politique, littéraire, différentes manières, avec toujours une écriture. Je trouve que Instagram, c'est un terrain de jeu incroyable, mais il faut qu'il y ait quand même du contenu au bout d'un moment, parce qu'on est tellement inondé d'images, que je vois, voilà, c'est quand même un vrai danger aussi. Et je trouve que de poser des mots sur les images, je trouve ça intéressant. Et en même temps, elle défend un dialogue de femmes qui m'est aussi capital et important. Après, pour le coup, reliant à mon job, Fabrizio Cantoni et sa femme Nelsia, qui sont donc les fondateurs de CC Tapis, qui est un couple que je trouve résumer ce que j'aime dans ce métier, l'audace, le sérieux, et en même temps la capacité en 10 ans de construire une marque pareil, de la même façon, avec des coups de cœur. Maintenant, tous les designers importants viennent dessiner chez eux, et ils se sont pas donné de limite non plus, et je trouve que c'est un exemple d'éditeur avec lequel j'aime vraiment faire ce parcours. Pour terminer, Édouard Baird, dans un registre complètement différent, voilà, je pense que voilà, j'aime cette espèce de folie de ces spectacles, de la manière des mots, de l'individu, de ce qu'il propose. Je pense qu'il y a une espèce d'audace dans ce domaine-là que je trouve hyper séduisante. Et puis, je mets ma fille forcément dans la boucle, obligatoirement. Donc, je pense qu'on ne doit pas être bien loin des 6. Et puis, j'en ai encore un. Si au dernier moment, un 6e se rajoutait, je suis allée voir la semaine dernière Vincent Delerme. J'aime écouter beaucoup de musique, et ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté Vincent Delerme, et je trouve que c'est pareil, c'est quelqu'un qui développe maintenant sur Instagram de la photographie, qui pose des mots aussi, et ces chansons, quand je les ai réécoutées, qui étaient celles que j'écoutais il y a quelques années en arrière, sont des espèces de mini-scénarios qui sont vraiment super, et la musique, c'est quelque chose dont j'ai besoin beaucoup aussi. Bon, ce serait un dîner sympa. Je pense qu'a priori, franchement, je suis prête en tout cas. Moi, je les attends. Bon, merci beaucoup, Claude, de m'avoir accueilli chez vous et pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.